C'est parti. Donc bonjour et bienvenue pour cette présentation. On va parler beaucoup de Juke, comme le nom le stipule, mais aussi beaucoup de SQL et de ma base de données favorite, Postgres en plus. L'idée, c'est que cette présentation est très personnelle. Je vais vous dire ce que j'ai fait dans les 15 dernières années et par rapport au SQL. Donc généralement, j'aime pas me présenter, mais là, je le mets dès le début. Kevin, Google Developer Expert sur la partie Kotlin et Google Cloud, GitLab Hero, contributeur open source et je travaille chez Gradle. Gradle est très connu pour le build tool, mais en fait, on va plus loin que le build tool. On essaye de faire des choses qui sont faites pour vous, pour les développeurs, pour améliorer la vie des développeurs, parce qu'on croit ce qu'on appelle le Developer Productive Engineering, qui est l'idée de fournir des outils qui vont vous permettre de travailler plus vite et de moins attendre après vos outils et tous vos éléments. Donc, on a Gradle Enterprise qui est une super solution qui va vous permettre de faire plein de choses et de savoir comment votre build tool marche. Compatible Maven, Gradle, Bazel. Ça fait des tests, ça fait du cache. Vous compilez jamais deux fois la même chose avec Gradle Enterprise. C'est ça qui est vraiment top. Et là-dedans, on utilise énormément le SQL et Juke. Donc c'est pas un petit projet que je vous présente, c'est des choses qui tournent en prod et qui sont vraiment pérennes là-dessus. Donc tout d'abord, je vais repartir à la base. Ici, ça, c'est l'endroit où j'ai fait mes études. C'était mon bureau tout en haut là-bas. Euh, C'était top. J'ai découvert plein de choses à l'université et il y avait un cours de SQL. Le SQL, ça ressemblait à ça à l'époque pour moi. Des diagrammes de Verne avec des requêtes SQL qui ressemblaient tout en uppercase, avec des trucs un peu bizarres. On essayait toujours de faire la même chose, résoudre un problème en une seule requête. Ok, c'est cool, mais à ce même moment, j'apprenais le C, le C++, le Java, des trucs hyper impératifs, et j'avais ça à côté. C'était dur de comprendre la logique du pourquoi, du comment, et certains principes que j'aurais aimé comprendre à l'époque, je les avais pas captés. En fait, je me posais trop de questions et il fallait apprendre, il fallait avancer vite. Donc pour moi, les databases, c'était plus un data store. On m'aurait donné une HMAP en mémoire, ça aurait été pareil. Je mettais des choses, des blobs, et je les récupérais. J'utilisais pas du tout la puissance des DB. Donc c'était le début de cette histoire d'amour qui a un peu mal commencé. Et en même temps, j'ai commencé mon pet project favori qui parle de podcast. C'est un truc qui permet de télécharger des podcasts pour les avoir en local à la maison. Et je l'ai commencé en Java 6. Et j'avais besoin forcément d'une DB derrière. Et au fur et à mesure, je passais Java 6, 7 et 8. Aujourd'hui, je tourne en 17. Et avec Java 8 est arrivé un nouveau paradigme. Le paradigme déclaratif. Avant, on faisait de l'impératif. Vous voyez à gauche, c'est de l'impératif où on est obligé de décrire tout ce qu'on fait avec les bornes, les limites et compagnie. Et à droite, c'est déclaratif. C'est la nouvelle API Java 8 qui commence à dater maintenant. Il y a plus de 10 ans derrière. Vous voyez les concerns, je les ai mis en couleur. Tout ce qui est rouge, ça n'a trait que à la ligne rouge à droite. C'est beaucoup plus organisé à droite qu'à gauche. En fait, la différence, c'est dans un cas, c'est vous qui dites comment on fait les choses. Dans l'autre cas, c'est le système qui va le faire. Vous lui demandez simplement. Si je fais une analogie avec le monde réel, vous voulez faire un thé glacé? Ok. Prenez la liste des ingrédients, la recette, et faites le thé glacé. Il y a une autre manière d'avoir un thé glacé, c'est de le demander gentiment. Et c'est là la différence entre quelque chose d'impératif et quelque chose de déclaratif. Vous allez juste demander. Pour moi, ça a été vraiment l'épiphanie. La découverte de ce modèle-là, pour moi, ça a changé un truc et c'est vraiment top. Et je l'ai redécouvert au fur et à mesure du temps dans le cloud. Côté cloud, avec Kubernetes, c'est exactement la même chose. Dans Kube, vous décrivez ce que vous voulez, vous ne dites pas comment le faire. Vous dites je veux 3 réplicas d'un Nginx machin qui va être déployé. Vous ne savez pas comment ça se fait derrière, c'est juste déclaratif. Et donc il m'a fallu pas mal d'années pour comprendre qu'en fait le SQL c'est juste déclaratif. Vous dites juste ce que vous voulez et le système va vous le fournir. Et tous les principes que j'aime et que j'ai découverts avec Java 8, en fait, ils existent dans le SQL. Les tables, les selects, machin, sont juste des streams de tubes, des maps, des distincts. Vous avez tout l'équivalent, c'est juste du naming qu'il faut apprendre. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, c'est bon, on va se calmer et on va faire du SQL. Et donc là, se pose la question de comment le faire, dans le monde Java surtout. Donc, le comment, c'est d'abord avec JDBC. JDBC, c'est la couche assez bas niveau pour faire du SQL en Java. Alors là, je vous ai mis un exemple. Ça tourne en Java 17, même 19 hein, si vous voulez. Et vous voyez que c'est chiant à lire. C'est chiant parce que vous êtes obligé d'avoir des requêtes qui sont formatées en string. Donc déjà, si vous avez plusieurs conditions, vous allez devoir les concaténer, c'est une galère. Les paramètres sont positionnels. Les
vous répétez les noms des champs, le don't repeat yourself, on oublie, c'est pas adapté. C'est faisable, mais pour faire de la prod sérieuse et évoluer vite, c'est chiant. Parce que, en fait, JDBC, c'est vieux, d'une part. En fait, JDBC, c'est sorti la même année que le deuxième Jurassic Park. Maintenant, 25 ans plus tard, on en a 6, peut-être quelques-uns de trop, mais ça date de Java 1.1. On est à la 17 maintenant. Mais par contre, c'est ce qui a fait vraiment la force de Java à l'époque. C'est une des API qui a démocratisé Java. Beaucoup l'ont utilisé pour connecter ça à des choses qui n'étaient pas des bases de données, mais connecter ça à n'importe quelle source de données. Donc vraiment bien supporté. Mais par contre, elle est bas niveau. Elle est faite pour être utilisée par d'autres librairies, par d'autres choses au-dessus. Donc, database et JDBC, d'ailleurs, c'est tellement bas niveau qu'on appelle ça un driver JDBC. Je ne sais pas si en tout cas, moi, j'aime pas jouer avec la partie driver. C'est la dernière ligne avant le binaire et le système. Donc, généralement, on ne touche pas. Quelques années après avoir été réalisé, JDBC, on a les EJB2. Les EJB2, par chance, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont fait en prod. Moi, j'ai jamais eu à le faire. Je suis arrivé juste après et c'était top. Mais pour cette presse, j'ai essayé. J'ai galéré. Pour les EJB, on a des patterns où on va déclarer, on va étendre des interfaces du système EJB pour, donc vous voyez en haut l'objet que je veux persister et en bas les méthodes d'interrogation. Et parce qu'à l'époque c'était la manière de faire, tout était défini à travers de XML pour configurer ce système. Et on voit que déjà ça fait beaucoup de XML. Dans du XML, on avait du code et du code qui n'est pas du SQL, c'est de l'EJBQL. Donc déjà, on sent qu'on avait un petit truc qui était pas forcément ce qu'on voulait. Ce n'était pas du SQL parce que ceux qui avaient implémenté cette spec s'étaient dit on va rajouter quelque chose au-dessus parce que les développeurs ils veulent pas faire du SQL de base. Fausse bonne idée. Donc EJB, les EJB Query Language, l'application server parce qu'il fallait un environnement pour faire tourner tout ça. JDBC, les databases, c'est une galère sans nom. C'était hyper dur à gérer en prod et à développer. Franchement, bravo à ceux qui l'ont fait. Et ensuite, de ça sont sortis, donc quand on a abandonné les serveurs, les ORM. Ils avaient un avantage, donc Hibernate, Eclipse Link, OpenJPA, ils avaient un avantage, c'est qu'ils amenaient cette facilité d'accès à la donnée sans avoir la lourdeur de tout l'application server qui était autour. Donc, database, JDBC et ORM. Et comme en Java on aime les standards, tout le monde connaît ce XKCD célèbre, alors pour une fois, en Java, on n'a pas fait l'erreur d'avoir un truc en plus, on a vraiment eu une spec au-dessus. Donc, JPA, Java Persistent API, a été ajouté dans le langage et a permis de se mettre au-dessus des ORM pour avoir une interface unique. Et derrière, les ORM se pluguent là-dessus pour faire leur fonctionnement standard. Donc là, on va parler que de JPA sur cette partie-là. Donc, on voit, j'ai fait directement sur le mode annotation, je ne suis pas passé par les étapes intermédiaires. Avec JPA, vous déclarez un objet et vous l'annotez pour dire, bon, ça c'est dans telle table. Les champs machin sont les colonnes de cette table. Getter, setter, c'est l'aspect qui veut ça. Equal hashcode, très important si vous utilisez ça, implémentez-les correctement parce que les systèmes des ORM l'utilisent pour dédupliquer dans le cache. Donc, si vous avez des hashcodes qui mutent, c'est pas bon. Mais on voit que on part du modèle objet et on va vers la DB avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas plaisant parce que normalement, ce n'est pas votre modèle objet qui doit être la source de l'information. C'est la database elle-même. Et beaucoup, et d'ailleurs ils ne le recommandent pas, mais beaucoup l'utilisent en prod, la génération du modèle de DB à partir des objets. Ne le faites pas. Il y a beaucoup mieux pour faire ça. Et donc JPA en fait a pris cette norme-là de objet to DB. Donc c'est bien de stocker des choses, c'est aussi bien de les récupérer. On va voir comment c'était récupéré à l'époque. D'une part, un find all, donc c'était une API. Là, vous allez fournir des requêtes. Encore une fois, c'est une requête typée string. Et c'est ce qu'on appelle les queries. Mais c'est pas du SQL, c'est du JPQL. Encore une fois, on n'allait pas fournir la vraie API. Donc c'est juste from. Ok. Et même si on fournit le nom podcast ici, je suis obligé de donner le type de retour. C'est chiant. Et c'est pas safe, de mon point de vue. Et en plus, une deuxième API qui partait d'une bonne idée, je trouve, c'est les Criteria Query, mais qui sont ingérables en prod, qui va fournir quelque chose, donc déjà encore une fois, qui se base sur du SQL, mais qui n'est pas, ça y ressemble, on dirait du SQL avec des selects, mais le where est appliqué sur le select, ce qui manque le from, mais en fait le from, et le résultat du from est un paramètre du select.
à comprendre. C'est la moitié du travail qui a été fait, donc résultat, c'est incompréhensible. Et en plus, c'est pas safe parce que vous voyez que là, l'ID, c'est la même valeur qui se pose sur mon annotation. Et je suis obligé de la répéter ici. Si votre colonne dans la DB elle a changé, vous ne verrez cette erreur qu'à runtime, donc en prod généralement. Donc, toutes ces méthodes d'interrogation, JPA, les ORM, JDBC, la database. C'est l'exemple simple là, hein. Si on a deux entités, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser des annotations qui vont nous permettre de mapper les objets entre eux. Et là, vous tombez généralement sur les questions qui reviennent le plus sur Stack Overflow, sur les many to one to many, et sur lesquelles on a tous, je vois des sourires, on a tous galéré. Et moi, c'est le début vraiment de l'annotation L. C'est le problème de ce système, c'est que à travers une simple annotation aussi petite que ça, on va avoir plein de choses. Ça, par exemple, ce fetch type lazy, il peut être transformé en eager par un développeur. On va se dire, ça marche en local. Ouais, sauf qu'en prod, vous allez loader l'intégralité de la DB en mémoire. Vous voulez pas faire ça. Et ça, c'est quasiment impossible à tester. Les systèmes n'ont pas été pensés pour ça, donc vous êtes obligé de moquer les sessions et compagnie. Surtout que vous tapez sur du GPA, mais en vrai, vous avez peut-être un ORM derrière, donc c'est galère. Pour moi, qui aime beaucoup la programmation fonctionnelle, c'est un side effect. J'appelle un getter, je m'attends juste à récupérer une data de mon objet. J'ai pas l'idée que ça va aller ouvrir une connexion DB et faire plein de choses. Et on se retrouve avec des open in view session, des trucs qui, quand ça désérialise du JSON, ça va les lire dans la DB. On casse les limites de nos applis. Et en plus, ça génère des queries que vous ne contrôlez pas. Vous ne savez pas la requête. Peut-être que vous allez mettre à jour votre ORM favori et que la DB, la requête va changer. Donc ça veut dire qu'il faut le monitorer, ça, parce qu'en prod, vous allez vouloir des perfs qui vont être cohérentes. Là, vous ne le savez pas. Donc moi, ça me gêne. Et puisque c'était pas assez compliqué et qu'on voulait régler ce problème, donc on règle un problème de l'ORM, on a créé avec JPA, l'aspect 2.1, les Named Entity Graph. Donc juste pour remplacer 4 lettres, hein, J-O-I-N, join, juste pour remplacer ça, on a créé cet arbre d'annotation imbriqué pour pouvoir dire, ok, là tu vas récupérer que tel arbre de data quand tu vas fetcher tel type d'objet. Pour moi, on vrille là, hein. On va trop loin. On voulait des requêtes simples, on se retrouve avec un truc compliqué qu'on essaye de rendre plus simple. Problème. Celui qui arrive à choper le message qui est caché dans ce slide, vous avez le droit à des stickers en plus. Pour moi, vraiment, avec les ORM, on essaye de régler des problèmes qu'on n'aurait pas si on ne les avait pas au départ. Donc, il y a des choses qui sont à éviter avec eux. Et les ORM, ils nous fournissent des super features, type je peux changer d'ORM. Je sais pas vous, moi on me vend un truc en me disant ouais, prends-moi, je suis le super ORM, mais par contre tu peux me changer dès que tu veux. Ouais, je vais pas te changer, je veux t'utiliser. Donc si le premier truc vendeur c'est je peux changer cette brique, moi déjà il y a un truc bizarre. Et je peux changer de database aussi avec un ORM. Oui, on peut. C'est pas sans un surcoût. Changer de database, vous allez généralement migrer votre modèle. Vous allez devoir rester compatible avec tous les types de DB que vous voulez supporter. Donc les types côté DB ne seront pas mappés forcément sur les mêmes types côté Java. Donc il y a des choses à faire, c'est pas gratuit. Et on peut aller plus loin encore, c'est là de ce dont je parlais avec les EJB. Aujourd'hui, avec Spring Data JPA, Micronaut Data, Quarkus Panache, qui sont des super idées hein, au départ. En fait, ils ont repris les principes du monde EJB, sauf qu'on n'aura pas à écrire ce XML à côté, et ils vont déduire plein de choses pour vous. Donc là, vous voyez, c'est un truc qui va être fait en plus à runtime, majorité du temps. Micronaut s'est amélioré, il le fait à compile time, mais qui vont générer du code, bytecode, à runtime pour créer des requêtes SQL. Si on regarde ça, et donc basé sur des conventions, si on regarde le truc à gauche en Java, c'est exactement le truc à droite en SQL. Alors déjà, il y a plus de caractères sur la partie Java que sur la partie SQL, donc je préfère maintenir moins de code, moi je préfère maintenir le SQL. Mais en fait, ce que le système va faire, c'est qu'il va utiliser tous les types d'entrées que vous avez mis. Le from, c'est le type générique. La partie requête, c'est ce qui va créer les conditions. Et la projection, le select, c'est ce qui va être le type de retour. Mais perso, encore une fois, je maintiens le truc de droite, c'est plus simple. J'ai pas une stack trace de 800 lignes quand j'ai une erreur. Et en plus, c'est safe parce que ça a été fait avec mon code directement. J'ai pas de la magie qui s'applique. Donc vous voyez toutes les couches qu'on a mis pour juste récupérer de la data. Pour moi, il y a un problème. Et j'ai fouillé Stack Overflow pour cette présentation. Vous voyez, cette question, elle a 13 ans. Quel est votre ORM préféré? La réponse acceptée, c'est ça. Elle a 13 ans, cette réponse encore. C'est arrêter les ORM. Déjà à l'époque, il y a 13 ans, et pourtant ils se sont améliorés, mais c'est toujours une réponse qui est upvotée en continu parce que c'est galère. C'est galère et
Peut-être que JDBC n'est pas la meilleure solution parce que trop bas niveau, mais c'est quelque chose de compliqué. Donc pour moi, on va mettre les ORM de côté et on va remettre le SQL au centre. Et ça va vraiment être l'idée avec Juke de faire tout ça. Donc on vire toutes ces briques-là et on va redescendre assez bas pour atteindre le niveau JDBC et mettre Juke par-dessus. Petite note, Juke est compatible JDBC et R2DBC si vous voulez faire de la synchrone au niveau de la database. Donc les deux sont possibles, il n'y a pas de problème. Donc Juke, c'est une API, une DSL, pardon, qui va vous simplifier la vie. C'est une DSL SQL en Java. Et derrière, l'idée va être de prendre ce select, qui est le cas le plus simple, et on va le transformer avec du Juke. Ben ça, en fait, avec Juke, ça ressemble à ça. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est à peu près le même code. Il y a quelques extra fields au milieu qui traînent. On va voir comment les virer après. En fait, si je prends le vrai code, ça ressemble à ça, mon find all. Je vais créer mes champs, mon field podcast ID, je vais le caster UID, cast string pour les deux autres, et je vais juste faire un select from order by. Très basique. En fait, si vous connaissez déjà le SQL, vous connaissez Juke. C'est facile parce que c'est exactement la syntaxe SQL. Est-ce que ce truc-là est type safe, ce que je viens de vous montrer? Pas du tout. Vous avez vu qu'il y avait des casts dans mon code, donc ce n'est pas type safe. Parce qu'en fait, Juke est database first. C'est vraiment l'idée de partir de la DB. C'est pas mandatory, c'est pas obligatoire, mais l'idée va être là. En fait, Juke vous met à disposition un générateur de code qui va, pendant la compilation, se connecter à votre DB, lire le schéma de votre DB et derrière extraire, générer des classes que vous allez pouvoir utiliser dans votre code de tous les jours. Donc, petit tips, si vous voulez faire de la prod, utilisez des outils de versionning de DB. Liquidbase, Flyway, les deux sont top, il y en a d'autres après. Mais vraiment, faire de la prod sans ce type de choses, c'est impossible. Donc, si vous avez le Juke Generator, c'est juste une appli Java en fait, que vous pouvez lancer avec une CLI compatible Ant, Maven, Gradle et vous allez pouvoir générer du code Java, Scala, Kotlin sans problème. Donc ça, vous allez avoir des objets et du code généré. C'est pas du bytecode, c'est du vrai code. Vous pourrez lire le code source. C'est clean et simple. Il est même documenté et commenté. Donc vous pouvez même avoir de la Javadoc associée. Et donc notre requête SQL du coup d'avant, elle ressemble à ça. Title, URL, machin. Et bien avec Juke, c'est juste ça. Vous voyez, il y a juste des parenthèses qui changent parce qu'on est avec des fonctions. Mais ça va vraiment être très simple. Donc là, vous regardez le find all. Il n'y a pas beaucoup de choses en plus. En fait, ce qui se passe, c'est que le podcast, l'objet podcast que vous voyez dans ce slide, c'est juste un objet statique déclaré dans la classe qui a été générée et que je vais juste importer. Un import statique extrêmement basique. L'API de Juke est énorme. Donc, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dedans, c'est que vous êtes vraiment très difficile. Dans cet exemple-là, j'ai un fetch optional qui va me récupérer. Donc, s'il y a quelque chose dans la DB, je vais avoir mon objet, je vais pouvoir le mapper dans mon objet podcast. S'il n'y a rien dans la DB, j'aurai un empty automatiquement. Et l'API est immense. Elle peut même générer du JSON si vous voulez. Donc, vous pouvez directement connecter ça à la vue. Il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est vraiment type safe? Clairement, oui. Juke est l'un des projets qui utilise la généricité en Java de la manière la plus avancée. Vous allez avoir, ça c'est le code qui a été généré, vous ne l'écrivez pas, c'est Juke qui le fait. Et en fait, ça va porter l'information du type à tous les niveaux et derrière, ça va empêcher donc votre code de faire des jointures ou des choses qui seront interdites. Donc ce type-là, il va être propagé et vous aurez les erreurs beaucoup plus tôt. Donc comment c'est type safe? Je ne vais pas ouvrir IntelliJ juste pour l'exemple ici. C'est le code là, c'est un find one. Vous voyez que j'ai le type ID ici. Et ben, je vais pouvoir le passer à podcast.id.equals dessus pour faire un filtre, une condition. Je vais pouvoir passer l'ID UID. Ce equals n'accepte que le type UID. Si je lui passe une string, eh ben forcément, je vais me faire envoyer paître par le compilateur. Et je préfère toujours avoir des problèmes à la compilation, encore une fois, qu'à runtime. Vous ne voulez pas débugger un truc en prod. Donc là, ça va vraiment être top. Qu'est-ce que ça génère comme code? Parce que c'est bien d'avoir une API qui est extrêmement SQL, mais est-ce qu'elle génère bien ce SQL? Bah oui, ce truc-là, ce find one, avec ce equal sur l'ID, ça va générer ce prepared statement là, on s'y attendait. Ça va vous faire la même chose avec les query parameters, donc pas de surprise, vous allez pouvoir voir et avoir ce genre de choses générées par Juke derrière. Aucun problème. Et si vous voulez voir ces données dans des contextes, par exemple, du test,
Moi, c'est quelque chose, je ne peux plus vivre sans ça. En fait, si vous avez des librairies de logging dans votre système, très souvent importées par les Spring Boot, Micronaut, Quarkus, vous allez avoir tout ça directement dans votre console de log en test si vous êtes en mode debug sur Juke. Donc avoir prepare statement et query, c'est OK, mais j'ai un ASCII table avec la liste des résultats de la requête de Juke. Donc je peux voir, j'ai pas besoin d'ouvrir un IDE pour aller faire des requêtes sur la DB. Je le vois directement dans mon environnement de test. Donc en expérience développeur, on est vraiment au top. C'était l'exemple simple, hein. On va faire avec deux tables maintenant. Deux tables, il n'y a pas de surprise. Alors on va zoomer juste sur la partie select pour cette fois. Mais d'ailleurs, juste avant, vous voyez que je peux fetcher sur des objets qui ne sont pas l'entité de base. Il n'y a pas de notion d'entité. Donc ici, j'ai un podcast with cover, un autre objet. Je peux répondre ce que je veux. Juke ne me force pas un type ou entity comme avec JPA. Et j'ai un inner object qui est podcast entity cover. Podcast with cover cover. Donc ça, c'est possible. Mais par contre, sur la partie SQL, déjà, je vais pouvoir demander que les champs que je veux. C'est fini le temps où vous loadez toute la table, toute la ligne, juste parce que vous voulez un champ. Là, vous prenez ce que vous voulez. Et avec une jointure, vous pouvez le faire aussi. Donc là, j'ai mes 6 champs au lieu de loader les 2 objets entiers. Ma jointure, from, inner join, on. La requête, le equals qui est ici est vérifié par le compilateur parce que je ne peux pas faire une jointure entre deux trucs qui ne sont pas possibles. Et derrière, c'est du SQL standard encore une fois. Et donc ça, on map comme on veut et on l'utilise. Il y a zéro limite en fait, c'est vraiment votre besoin avant tout. Donc c'est quasiment du standard SQL. Et ce que la majorité des personnes me disent quand je leur montre ça, c'est en fait ton truc c'est chiant. Il n'y a pas de la magie, il n'y a pas le truc de Spring Data JPA. Ouais, c'est chiant. Et je veux que ce soit chiant. Je sais pas pour vous, moi mes applis, la valeur elle est dans la data, elle n'est pas dans le code. Le code il change tout le temps. La data c'est la data de mes clients, de mes utilisateurs. Si je la flingue, je suis mort, il n'y a plus rien. Donc pour moi c'est vraiment important d'avoir zéro magie à cet endroit-là et d'être le plus performant et le plus safe sur cette brique-là. Là je contrôle tout. Mais par contre, ça peut être sexy. On peut avoir des super trucs avec Juke, puisqu'il connaît la totalité de notre modèle de données. J'espère que vous avez des déclarations de foreign key dans votre table. Juke peut les utiliser. Et au lieu de faire des jointures à la main, il peut automatiser. Donc là, vous voyez, je fais podcast.cover.url. Il va suivre le lien entre les objets par le chemin qui a été défini dans le modèle SQL que je lui ai mis à disposition. Donc derrière, il fait les jointures tout seul. Et le cas le plus complexe, mais qui est aussi celui où les ORM s'en sortent le mieux, c'est quand on a une relation NM entre deux tables. Imaginez là, j'ai podcast, tag, ok. Un podcast peut avoir plusieurs tags, un tag est associé à plusieurs podcasts. Donc j'ai ma fameuse table de jointure au milieu. Dans un monde normal SQL, vous aurez que ça comme résultat. À gauche, un podcast, à droite, un tag, pas N, un seul. Donc c'est à vous, côté code, de faire la déduplication. Dans Juke, alors ce slide, je pourrais en faire une presse entière tellement cette feature est super, c'est ce qu'on appelle les multisets. Dans Juke, il y a ça, et vous allez pouvoir faire une subquery qui va, là vous le voyez, j'ai podcast ID ici, et je l'ai ici aussi, dans la query du multiset. En fait, Juke, vous allez pouvoir lui dire, fais une subquery et va récupérer les données de telle autre partie. Donc là, pour mon podcast, je vais récupérer tous les tags associés à ce podcast-là. Et, super feature, j'utilise les records de Java 17 et il y a zéro réflexion au niveau du code. C'est-à-dire que j'ai même pas eu à faire cette fonction de mapping à la fin dans le fetch. Ici, je lui dis juste tu maps sur podcast tag new, qui est le constructeur. Et Juke va automatiquement, sans réflexion encore une fois, juste prendre les données en entrée et les mapper sur le constructeur que vous lui avez fourni. Donc, c'est compatible compilation native et tout ce qui va bien derrière. Et il n'y a aucun code de mapping, encore une fois, c'est juste du pur code Java. Et la requête qui est générée, c'est ça. En fait, ce que Juke va faire, c'est qu'il va utiliser des super features de vos DB que généralement on connaît ou peu ou qu'on utilise peu. Ici, sur PG, c'est le JSON qui va être utilisé pour mapper ces objets-là de cette subquery dans un format JSON pour derrière pouvoir vous les donner au niveau de votre code. Donc en fait, au niveau résultat de query, ça donne ça. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc vous allez pouvoir au niveau Juke le faire et l'utiliser comme il faut sur votre partie Java, pardon. Et il y a plein de super features que peut-être votre DB ne supporte pas.
Par exemple, ici, on a la limite 3. On sait que c'est compatible PG, MySQL, MariaDB, mais c'est pas compatible avec SQL Server qui utilise Top. Mais Jook il va vous l'adapter automatiquement. Donc vous utilisez du code officiel le NC machin, et derrière, Jook va l'adapter pour votre DB. Ça, c'est si vous utilisiez du Oracle un peu ancien, je crois, pas la dernière version, mais la version d'avant. Ça n'existait pas, limite, et le concept de limite, donc il fallait utiliser des raw numbers. Je veux pas être celui qui écrit ce code, mais là, c'est Jook qui le génère pour vous. Donc vraiment top. Donc Jook, il vous permet d'écrire du SQL standard et de l'utiliser partout. Et il fait aussi l'inverse. Il permet d'écrire du non standard et de l'utiliser partout. Par exemple, je déteste la logique de l'insert into. C'est positionnel. J'ai envie de changer l'ordre des paramètres dans un insert into. Je suis obligé de changer chaque ligne des values. Si on prend cette requête-là, sur un PG, ça va donner ça en résultat. Ok, c'est un truc, c'est normal, c'est le fonctionnement. Ben moi, j'aime bien la syntaxe qui n'est pas standard, qui existe chez MySQL, certainement MariaDB aussi, qui est la même que l'update, mais pour un insert. Donc je dis la table, et ensuite j'ai des tuples de la clé sur laquelle je veux faire l'insert, la value associée, avec des sets. Ben ça, si vous l'exécutez sur un PG, vous allez avoir exactement le même résultat qu'avant. En fait, Jook va émuler cette syntaxe et la faire correspondre dans votre code qui va bien sur votre DB favorite. Donc, ça vous fournit du non standard SQL, mais si c'est pour avoir un code plus lisible, moi, franchement, je prends. Et il y a plein d'autres features super. Par exemple, le unduplicate key. Combien de fois je vois des personnes essayer, vérifier qu'un truc existe dans la DB, elle n'existe pas, je fais un insert, il existe, je fais un update. Ben, vous l'avez cette feature. Donc le unduplicate key update, vous dites juste change telle valeur si le truc existe déjà. Ou si vous avez une contrainte d'unicité ici sur l'URL, bah, tu fais un update. Donc ça favorise vos perfs. Vous avez qu'un round trip avec la DB, parce que généralement les applis c'est l'IO qui vous coûte le plus. Donc vous favorisez vos perfs, vous êtes content. Derrière, ça va utiliser des trucs qui ne sont peut-être pas standards, mais qui vont être compatibles avec votre moteur, ici encore une fois sur PG. C'est une requête qui est un peu violente, mais qui fait que vous allez avoir des perfs un peu mieux. Donc vraiment, Jook, il est là pour vous favoriser la vie avec le SQL et devenir votre aide. Vous allez avoir l'autocomplétion sur toutes les méthodes de Jook pour dire ah bah tiens, là je peux utiliser telle méthode et donc je vais pouvoir faire des choses un peu mieux. Mais par contre, on me dit souvent, j'ai juste un CRUD à faire, c'est mieux d'utiliser le truc magique du framework qu'on a. Oui, c'est plus simple, mais c'est moins safe encore une fois. Et on sait tous que la POC elle part en prod à un moment. Et là vous allez pleurer. Donc moi je préfère encore faire un truc déjà safe et au moins on ne me tapera pas dessus, je ne serai pas le seul à maintenir le truc en prod après. Et en fait, dans Jook, il y a quand même des solutions pour ça. Il y a des alternatives, donc, que sont par exemple les Active Records. Active Records, c'est un truc qui existe un peu partout. Quarkus Panache, par exemple, là. Un record, c'est une ligne de votre DB. Bah, Jook va vous mettre à disposition des objets de ce type-là et qui vont vous permettre de loader la ligne. C'est pas optimal en termes de perf. Cette fois-ci, vous avez vraiment loadé une ligne, mais c'est built-in. Vous fournissez l'ID, vous faites un refresh, vous avez la ligne qui va bien. Vous pouvez faire tout plein d'opérations dessus, comme ici un update, changer des objets. Il n'y a aucun problème, c'est built-in. Plein de méthodes utilitaires dessus. Donc vous avez un ersatz de entity qui vous permet de faire du code un peu plus simple plutôt que de taper des inserts et updates dans tous les sens. Et si vous avez besoin de choses comme des DAO, qui ressemblent un peu à ce que j'ai décrit tout à l'heure avec les entities et des repositories, ben vous l'avez. Vous configurez le générateur pour le générer aussi. Donc DAO true, c'est pas trop compliqué en termes de conf. Et Jook va lire votre DB et générer ce type d'objet. Cet objet, ça ressemble beaucoup à de l'entity de JPA. Et Jook peut même mettre les annotations JPA pour vous. Donc si vous voulez les deux mondes en même temps, mais avec du database first, Jook est génial pour ça. Et il va vous générer ce truc-là, un DAO, ce que moi j'appelais repository tout à l'heure. Avec cette fois-ci, rien à runtime, c'est tout fait à compile time et vous pouvez même inspecter le code derrière ces méthodes. C'est pas que des interfaces, il y a vraiment une implémentation derrière. Donc vous pouvez même voir comment Jook va générer les choses. Il vous génère juste toutes les méthodes possibles. Et vous pouvez mettre votre @bin sur votre objet et derrière l'utiliser comme si c'était un repository standard du langage. Donc vraiment, encore une fois, très simple, très pratique. Et puisque ça c'est basé sur les Active Records, vous avez toutes les features d'un coup, c'est safe. Mais il y en a beaucoup, on me demande toujours, et moi je réponds toujours, je préfère la partie SQL. Parce que la partie SQL est quelque chose d'infini. Je peux faire tout ce que je veux avec. Mon moteur SQL, il n'est pas juste là pour me permettre de faire des puts et des récupérations de data. Il y a beaucoup plus de choses là-dedans et j'ai besoin de ces features-là. Donc, je veux les utiliser
de manière simple et safe surtout, parce que je veux pas que ça pète en prod. Si on prend un exemple, ici, c'est le moteur de recherche de mon appli. Elle est très basique et on regarde, hein, c'est quelques champs. Par exemple, celui-ci, ça me permet de filtrer sur les descriptions et le title de l'item. J'ai quelques tags. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les tags sont sur les podcasts, pas sur les items. Donc, il y a une relation entre les deux. Il y a quelques champs qui vont me permettre de filtrer en fonction de l'état de l'item et des trucs pour le sorting et la pagination. Ok, c'est pas compliqué, c'est une toute petite application métier en vrai, hein. Et tout ça, on peut le faire au niveau global du système ou sur un podcast. Mais en fait, quand je travaille, je suis obligé de connaître mon modèle de données. J'ai des personnes avec qui je bossais qui avaient ça en fond d'écran sur leur machine parce qu'en fait, vu que tu manipules de la data tout le temps, on veut toujours avoir le document ouvert du modèle de données. Bah là, moi, j'ai 5 tables, mais rien qu'avec ça, j'en profite déjà énormément. Donc, imaginez des grosses applications métiers avec plein de choses dedans. Donc, si on regarde, on va l'implémenter ensemble, cette partie-là, le search. Donc, tout ce que vous aviez dans la UI, bah, ce sont les paramètres qui sont dans cette méthode, les queries et compagnie. Et si on l'implémente avec Juke, d'abord, on va créer les conditions de filtre. Bah, là, si la query est empty, bon, bah, j'ai une non-condition. Donc déjà, je ne joue pas avec des concaténations de strings, hein, j'ai des objets dans l'API de Juke pour ça. Si il n'est pas empty, je vais créer ma condition. Vous le voyez là avec le item title machin, description, contains in your case. Vous avez tous les éléments. J'ai cette condition-là. Et je vais en créer d'autres. Pour les tags, c'est peut-être la plus compliquée. Je vais utiliser une jointure. Donc en fait, pour tous les tags qui ont été fournis, je vais faire une subquery qui va aller faire une jointure avec la table associée. Donc c'est un truc. J'utilise l'API des streams et à la fin, je fais un reduce pour concaténer tout ça dans un end. C'est ce que je souhaite au final. Pour les deux autres, ils sont assez basiques. Si c'est empty or nul, une non-condition. Si ça ne l'est pas, je crée la condition qui va bien. Ok, j'ai toutes mes conditions de filtre. Bah, je les agrège maintenant. Je vais mettre un end dessus. Je mets toutes mes conditions. Et j'ai cet objet condition maintenant au pluriel qui va être l'objet que je vais pouvoir trimballer pour faire toutes mes requêtes. Comme je connais le design de mon appli et la UI de mon appli, je sais que je vais retourner au max 12 items. Parce que c'est ma UI qui est comme ça. J'ai une limitation. Donc, au lieu de faire comme les ORM feraient, je prends tout, j'applique mes conditions dessus, mais avant, j'ai fait un join sur le système entier, parce que j'ai besoin des tags, j'ai besoin des podcasts, j'ai besoin de retourner les covers. En fait, dans le fonctionnement de l'ORM, je serai obligé de tout joindre, et ensuite je ferai le filtre. Vous imaginez la cardinalité, elle peut être immense en fonction du nombre de data que vous avez dans vos DB respectives. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais filtrer mes items, donc zéro jointure, amélioration de perf, et je vais utiliser mon objet de condition ici. Puisque je sais qu'en retour de ça, je n'ai que 12 éléments au max, ben je vais pouvoir utiliser le retour de ça pour faire une subquery, une query attachée à ça. Et là, je vais faire la jointure. Donc là, on voit que je rajoute mes champs qui vont bien. Cette fois-ci, j'ai la jointure et je prends les podcasts ID machin et les covers. C'est juste pour présenter ce qu'il faut en JSON dans la UI. Mon from est celui qu'on attend entre ma requête précédente et les jointures que je veux. Et encore une fois, j'ai la pagination qui est gérée ici. Good. Et pour finir, puisque la pagination elle importe, j'ai besoin de dire tu te trouves page 4 d'un ensemble de 10 pages avec 1200 résultats pour l'afficher joliment sur l'interface. Ben là, je vais réutiliser mon objet condition de tout à l'heure, donc je suis sûr que c'est le même, pour avoir ça fourni aux utilisateurs. Derrière, la requête, elle est violente, hein, ça génère, mais encore une fois, ça génère qu'une requête. Pour récupérer toute la data, je fais ça en une fois. Là, on voit en plein milieu, hein, il y a mes subqueries des tags qui sont ici. Et derrière, j'ai vraiment un truc que je vais pouvoir analyser, même bencher si vous avez votre DB à disposition avec un explain pour voir si vous ne pouvez pas améliorer les choses. Créer des index si vous en avez besoin même. Donc en fait, mon travail, c'est quasiment de prendre les inputs de la UI, générer la requête SQL et déléguer le travail aux autres. Et perso, c'est ce que je sais faire le mieux. Et ça utilise toutes les possibilités de vos moteurs SQL. En fait, SQL 92, c'est ce que tout le monde connaît. Mais 92, c'est loin, 30 ans. Il y a des choses qui sont passées en 30 ans dans le monde SQL. Des évolutions qui changent votre code, votre manière de travailler. Vous ne codez pas comme des gens de 1992. La Common Table Expression, c'est de SQL 99, donc ça a quand même un peu plus de 20 ans. Ça vous permet de simplifier vos queries. Perso, je ne l'ai même pas vu à la fac, hein, et pourtant on aurait pu. Là, c'est ce que vous avez vu dans l'exemple d'avant. Cette truc en haut.
En fait, c'est une requête qui va être faite avant par le système. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et le système va les peut-être processer même en parallèle parce qu'il sait qu'elles ne sont pas forcément jointes. Et votre vraie query se trouve en bas et elle va utiliser les résultats des requêtes d'avant. Donc au lieu de faire des subqueries qui se mettent de gauche à droite, vous allez pouvoir dire avant, ça c'est une autre query sur laquelle je veux travailler. Un autre fonctionnement, un autre truc dans la DB, dans l'application pardon, que j'ai fait qui est totalement inutile, c'est des stats. Pour voir ce qui est téléchargé tous les jours et ce que je récupère. Et donc j'ai besoin de prendre de la data, mais c'est de la data qui va être pas liée métier au sens mes objets de ma table. Je retourne pas des podcasts, des items, je retourne vraiment un truc spécifique. Je fais de la stat sur mon système. Et donc là, vous voyez, je ne suis pas obligé de me mapper à quelque chose qui existe. Je peux simplement retourner un tuple de trois objets. En Java, on n'a pas les tuples, donc on sera obligé de nommer une classe. Mais ça va vraiment être très basique. La requête, elle n'est pas surprenante. C'est juste la même chose, sauf que c'est translaté en SQL. Et derrière, j'aurai ça, que ma UI va pouvoir présenter sous forme de graphe ou autre. Donc, encore une fois, très simple. Mais par contre, quand je demande très souvent à des personnes de faire à partir de ça la même chose mais en vue agrégée, avec des chiffres qui montent tout le temps, la première chose à laquelle ils pensent c'est hey, on a les datas en mémoire, on peut tout faire. Je connais la Stream API de Java, je vais pouvoir faire une agrégation des datas pour fournir quelque chose d'agrégé en UI. Non, le code est tellement. Vos moteurs SQL sont tellement performants, ils feront toujours ça mieux que vos langages qui sont adaptés pour savoir tout faire. Les DB savent mieux faire que nous. Et il y a une feature de 2003 donc ça a presque 15 ans, 20 ans, pardon, qui vous permet de faire ça naturellement et qui est disponible dans Juke. 20 ans, ils ont eu le temps de l'implémenter. C'est la notion de over. Donc on va passer directement sur la partie SQL. C'est un peu barbare, hein, mais au lieu du count de tout à l'heure, on a ce sum count, over, le fameux keyword, et derrière plein de critères. On va regarder les critères ensemble. Ici, vous avez en fait un over sur une partition. Donc déjà, on va dire que sur tous les résultats qui sont disponibles, tu vas être que sur la partition qui est relative au type du podcast. Donc là, de l'item, pardon, c'est le RSS. Ok, good. On a notre partition. On va l'ordonner en fonction de la date. Et ensuite, on va faire notre travail. Donc c'est cette fameuse phrase quasiment, row between unbounded preceding. Donc c'est entre moi et la mienne et ce qu'il y a avant, sans aucune limite. C'est le current row, il faudrait que je le dise dans l'autre sens. Donc quand je suis la première ligne, entre moi et la première ligne, c'est moi en fait, c'est pareil. Donc le résultat est le même. Mais par contre, quand je passe sur la deuxième ligne, c'est entre moi et la ligne précédente. Donc c'est la somme, j'ai la valeur qui va bien. Et quand c'est la troisième ligne, c'est la somme entre la troisième, la deuxième et la première. Je mets la valeur. Et ensuite, je passe à la partition suivante pour faire ce calcul. Donc, on va pouvoir présenter quelque chose et ça sera toujours plus performant de le faire dans votre moteur SQL que dans un système Java standard. Et encore mieux, Juke supporte énormément de choses, peut-être pas même des éléments très standards, mais s'il y a une syntaxe propriétaire, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'adore PG, comme je l'ai dit au début, c'est la meilleure database au monde. Et il y a des features dans PG qui me sont accessibles et que j'adore utiliser, qui sont par exemple le JSON-B. Le JSON-B, c'est une manière de représenter du JSON dans votre base de données SQL. Attention, il y a des bonnes idées là-dedans. Vous allez avoir du JSON donc stocké et des opérateurs mis à disposition. Donc ça, c'est dans PG. Par contre, donc derrière, ça va être stocké en alors le B, c'est pour le binary, ça va être stocké dans votre système en binaire et vous allez donc pouvoir mettre même des index sur ces trucs-là pour améliorer les perfs si vous allez toujours chercher A.B.C. Donc ça, vous avez accès à cet élément-là. Mais moi, je veux l'utiliser avec Juke. Et bien, Juke me met à disposition toute l'API qui va bien pour pouvoir utiliser ce genre de choses. Donc par exemple, juste là, vous avez le DSL Fields, vous mettez la syntaxe que vous attendez, donc avec l'opérateur custom, et vous allez donc pouvoir utiliser ça comme une méthode statique que vous allez importer directement dans votre code. Donc ici, vous voyez JSON pass, et je lui donne le pass, x.y, la youtube.channelid, et pour le as metadata, donc ASCII, pardon, sur la metadata et YouTube. Et puisque je fais énormément de Kotlin, les extension functions, il faut que je le dise dans le bon sens, vont vous permettre même de faire ça de manière plus fluente, où au final, vous allez pouvoir rajouter des méthodes sur des objets qui existent déjà, podcast.metadata, .pass. Alors, je ne peux pas créer un opérateur qui s'appelle dièse chevron machin, mais là, déjà, .pass, youtube.channelid. Et pareil pour le ASCII.
Et ce que ça va générer à la fin, bah, c'est pas surprenant. C'est un truc qui va utiliser la syntaxe officielle de PG pour faire une requête dans du JSON. Donc j'ai accès à des super features SQL, des super features NoSQL depuis mon super moteur de SQL. En vrai, il y a des trucs qui peuvent s'en aller avec ça. On n'a plus besoin de se prendre la tête avec des solutions à la Mongo Style. Là, vous avez toutes les features bonnes dans les deux cas. Et donc, ce talk est sur Juke. Mais comme vous l'avez vu depuis le début, pour moi, Juke et le SQL, c'est vraiment mêlé. Le but est vraiment de l'un et de l'autre de les utiliser pour apprendre le SQL et pour constamment améliorer vos applications à tous les niveaux. On peut se dire pourquoi le SQL est si important, c'est ce sur quoi j'ai commencé au début, et je remets le même slide, parce que le SQL est déclaratif. Ce qui a été écrit en 1992, ça tourne encore. Vous pouvez prendre votre même requête, la mettre sur le PG15 qui n'est pas encore réalisé, ça tourne. Ça va juste pas utiliser les nouvelles features, mais c'est pas grave, ça tourne encore. Et ça, c'est bien quand on est développeur, on a moins de choses sur lesquelles se prendre la tête, parce que du code va encore fonctionner. Et aujourd'hui, le SQL, il est partout. À chaque fois d'ailleurs que je fais cette presse, j'ai des contacts qui me remontent des trucs pour rajouter des slides dans cette partie. Donc par exemple, Google Cloud, avec Spanner, ils ont mis une interface Postgres standard par-dessus Spanner, parce que leur langage Spanner était bien, mais pas standard. Donc maintenant, vous pouvez connecter avec du JDBC style sur Spanner. AlloyDB, c'est la même chose, sauf que c'est un vrai PG qui est déployé dans le cloud Google, encore une fois, et qui va vous mettre à disposition énormément de features. Et l'avantage, c'est qu'il est managé, répliqué, hot dispo. Yugabyte, c'est la même chose cette fois-ci que AlloyDB, mais open source, déployable en multi-cloud. C'est une tuerie ce produit. Et encore une fois, c'est compatible PG. BigQuery, là on sort du monde un peu PostgreSQL. BigQuery, ils avaient créé un langage spécifique avant, ils l'ont jeté pour faire du SQL officiel, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était beaucoup mieux d'avoir un truc standard. Redis a une compatibilité SQL, elle est toujours en incubating, mais ça avance. Apache Drill ou PrestoDB de Facebook vous permet de connecter plusieurs sources de données différentes et de les interroger avec du SQL. Couchbase a annoncé son SQL++. Donc Couchbase, qui faisait des queries JSON, fait aussi du SQL maintenant. Même JetBrains, il y a 2 ans, a implémenté du SQL dans son IDE DataGrip pour taper sur du MongoDB. Vous n'êtes pas obligé de faire des requêtes Mongo pour faire du Mongo. Mais Mongo, en septembre, a annoncé le New NoSQL, qui est en fait juste du SQL. C'est une double négation, comme d'habitude. Vous avez accès à du SQL sur MongoDB aussi maintenant. Donc en fait, on voit que le SQL, c'est devenu le langage de la data. C'est, vous voulez taper sur de la data, vous utilisez du SQL et il y en a partout. Juke n'est pas compatible avec tout ce que je viens de vous montrer, mais c'est juste une histoire de temps. Parce qu'à partir du moment où il y a une spec SQL pour faire cette interrogation, certains, ou en tout cas les développeurs derrière Juke, pourront implémenter juste la translation dans du code Juke. Donc au final, pour moi, Juke, c'est vraiment le meilleur moyen pour m'aider et gérer mon code SQL et toutes les interactions. J'apprends sur Juke. Et en apprenant sur Juke, j'apprends sur le SQL en lisant le code commenté de Juke. J'ai les refs vers les docs officiels de tous les IDE et de tous les moteurs de BDD. Et derrière, je peux améliorer mon code. Encore une fois, utiliser des super features. Donc j'aime Juke pour ça. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette présentation, pour partager cette joie d'utiliser Juke et le SQL tout le temps. Si vous voulez aller plus loin encore, il y a le Juke Masterclass qui est un bouquin très bien. Je n'ai rien à voir avec la personne qui l'a fait. Je vous le recommande, il vous permet d'avoir encore plus d'informations que dans le format qui m'était attribué. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, je suis dispo. Maintenant, il reste, je pense, 1 minute et sinon, durant le reste de la conf. Merci à vous. Et il reste certainement quelques stickers. Vous pouvez en gratter encore côté Gradle en scannant ce QR code si vous voulez des swags. Il y a un petit concours à faire. Vous pouvez même avoir t-shirt et compagnie. Et chez Gradle, on recrute. Donc si en plus vous voulez rejoindre et utiliser toutes ces choses en prod, faites-moi signe ou allez sur le site de Gradle. J'écoute pour les questions. Oui, je sais. Moins d'1 minute. Allez, une question. Oui, on peut très bien. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut très bien migrer un projet qui a déjà fait l'erreur de démarrer avec du JPA
dédicace, et utiliser Juke à côté. Oui, bien sûr, très bien, très facilement. Je suis le partisan de on casse pas des trucs qui tournent, on va juste importer Juke, utiliser la génération, et à côté, à chaque fois qu'on touche un truc, on remplace. Mais par contre, le code qui existe et qui tourne déjà et qui est déjà testé, on le laisse tranquille, c'est mon point de vue. Donc oui, je l'ai fait énormément de fois, j'ai peut-être même fait plus ça en consulting que des projets from scratch avec Juke. Donc oui, tout à fait. Allez, c'est fini, donc merci et n'hésitez pas à venir si vous voulez.